Alors, en fait, je suis passée en quelques années d'un parcours très classique à un parcours très atypique. Au départ, j'étais médecin libéral dans un cabinet d'angiologie, donc c'est la médecine vasculaire, que j'ai exercé pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, par des concours de circonstances de la vie qui m'ont déplacée géographiquement, je me suis retrouvée dans un double parcours. Un parcours de patiente individuelle qui m'a amenée à me tourner vers d'autres réponses que celles que mes confrères, la médecine traditionnelle, me proposaient, et donc celles que je me serais donnée jusqu'à présent. Et donc j'ai été amenée à faire tout un parcours de retrouvailles avec moi-même, de retrouvailles avec des plans de moi que je ne soupçonnais même pas, avec d'autres techniques thérapeutiques qui m'étaient inconnues jusqu'alors. Et puis, s'en est suivi un besoin de faire grandir cette connaissance de soi, cette connaissance de ce qu'il y a de transcendant dans l'être humain. Voilà. Mais parallèlement, professionnellement, il fallait que je continue ma profession, et donc j'ai été amenée à explorer de nouveaux champs médicaux. D'une part parce que j'ai pris un poste de médecin de département d'information médicale. Donc l'informatique médicale, c'est tout ce qui gère la partie médico-économique d'un établissement de santé, et également tout ce qui est structuration du dossier du patient, ainsi que les rapports interpersonnels dans l'hôpital, puisque on va dire les organisations. Ce qui m'a permis d'explorer des champs très nouveaux. Et puis, j'ai continué mon travail de clinicienne également dans cet hôpital en question, où j'ai été amenée à changer complètement de typologie d'exercice, puisque je suis passée donc de l'exercice libéral de la médecine vasculaire à un exercice en hôpital auprès de patients polyhandicapés, lourdement médicalisés, avec pour certains de très graves troubles du comportement, et puis jusqu'à des patients avec du handicap médical très sévère, de la dépendance extrême, jusqu'à ce qu'on appelle les états végétatifs, et des patients en troubles respiratoires sévères, trachéoventilés, etc. Donc j'ai été vraiment amenée à d'un côté faire un chemin très subtil, et de l'autre un chemin très dense dans la médecine auprès des patients considérés comme vraiment très lourds. J'ai fait ce parcours pendant plusieurs années, et ce qui m'a animée au bout d'un moment, c'était mais comment je fais la jonction? Comment est-ce que je peux amener dans l'hôpital, dans ma pratique, toute cette sagesse que je retrouve, toutes ces informations que je trouve dans des lectures, dans des séminaires, dans des rencontres avec des êtres qui me proposent autre chose, sans pour autant renier ma pratique auprès de mes patients, et sans tomber dans des techniques alternatives. Donc je me suis efforcée d'essayer d'incarner au quotidien ce double parcours, et j'en ai donc retiré un grand bénéfice pour moi, pour les patients, pour mon entourage, pour mes confrères. Et puis ensuite, j'ai été amenée à partager ça de manière au départ informelle dans des séminaires qui n'étaient pas mes séminaires, mais j'ai été interpellée par le fait que quasiment à chaque pause, à chaque fin de session, j'avais des professionnels de santé qui venaient me voir en me disant pour me poser des questions particulières qui concernent l'exercice médical, et qui ne peuvent pas forcément poser au milieu d'un public qui ne leur correspond pas totalement. Et donc je me suis sentie inspirée de partager mon parcours, et cette synthèse que j'ai pu faire entre ces différentes choses. Alors, déjà par un travail sur soi que beaucoup de praticiens font, mais je crois que surtout il faut se dire comment on n'en sort pas en fait.
Parce qu'il y a des grands classiques qu'on observe chez les soignants, parce que bien évidemment, je ne suis pas la seule à me poser des questions de ce genre. Donc le premier réflexe, c'est souvent un réflexe de fuite. On s'imagine que l'herbe va être plus verte ailleurs, que ce système médical, hospitalier ou même libéral est très fermé, qu'on ne va pas y trouver sa place, et donc on se sent parfois assez rapidement invité à partir dans des voies alternatives qui nous paraissent plus séduisantes au départ. Sauf que souvent, on s'enferme dans des nouvelles techniques thérapeutiques, certes très intéressantes, mais qui finalement offrent des systèmes de santé tout aussi clivants que les précédents, parce que si on se retrouve dans un autre système en étant en jugement complet sur le système médical duquel on sort, on n'a pas vraiment fait avancer l'humanité et la médecine avec un grand M, en tant que concept. L'autre manière dont on ne sort pas, c'est en projetant sur ce décor le fait qu'il serait fermé à jamais, que la médecine n'évolue pas, qu'on n'y trouve pas la transcendance qu'on aimerait pouvoir y trouver. Et donc, pour moi, on en sort en fait en restant dans le système et en le démodant, en les faisant évoluer, en le faisant grandir avec soi, d'où le terme que j'emploie de médecine évolutionnaire, qui se base sur l'idée qu'il y a une synthèse à faire à différents niveaux en soi pour le bien de l'exercice. Oui, absolument. En fait, que ce soit en tant que patiente ou en tant que soignante, médecin, j'ai observé quasiment à tous les niveaux des systèmes clivants. En fait, on peut faire l'analogie, parce qu'elle va parler à mes confrères, cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau gauche analytique, rationnel, sur lequel est basée notre pratique médicale aujourd'hui, avec des protocoles, une standardisation, le fait que les patients rentrent dans des cohortes et qu'on les rentre dans des choses standardisées. Et puis le cerveau droit, qui est le cerveau plus créatif, inspiré, intuitif, qui prend les choses à un autre niveau. Aujourd'hui, on a une réelle hégémonie des systèmes du cerveau gauche au détriment du cerveau droit. Alors, ça a été vrai partout dans tous les domaines de l'existence, économique, structurel, administratif, tout ce qu'on veut. Il y a des évolutions partout, mais c'est vrai qu'on les a encore assez peu vues dans le domaine médical. Un soignant aujourd'hui, il est confronté, on va dire, à cinq niveaux relationnels, 3 qui sont classiques de tous les êtres humains et 2 qui sont plus spécifiques à son situation de soignant. Il y a la relation à soi, la relation à l'autre, les relations interpersonnelles, les relations à ce qu'on appelle le monde, l'univers, la relation à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et puis, donc ça, tous les êtres humains vont être évidemment appelés dans leur vie à s'interroger, à avancer, enfin en tout cas en théorie, sur ces 3 sujets. Puis on ajoute à ça, pour les soignants, le rapport au patient, qui n'est pas une relation interpersonnelle classique, c'est une relation très particulière, une relation qu'on appelle d'élévation mutuelle chez Watouillard, parce que c'est une valeur qui nous est chère. Et puis, enfin, la relation au corps. Pas le corps du patient, mais le corps en tant que concept. Et donc, sur tous ces espaces, on observe vraiment une hégémonie du cerveau gauche sur le cerveau droit. Dans le rapport à soi, on est en général, quand on a fait des études de médecine, on est très rationnel, mémorisation, on utilise des protocoles, et c'est très bien, je ne remets pas en cause ça, mais on oublie en fait toute une partie de nous-mêmes, et c'est vrai qu'on observe beaucoup de soignants qui sont
qui sont à côté d'eux, ils sont à côté de leur unicité, ils sont à côté de qui ils sont profondément, avec une grande souffrance. Forcément, cette souffrance, elle retentit dans la sphère des relations interpersonnelles. C'est pas pour rien que les services hospitaliers sont pour beaucoup des sources de grande souffrance et qu'aujourd'hui, la prévention des risques psychosociaux est au premier rang de beaucoup d'établissements de soins. La relation, on va dire, au monde et à l'univers, alors là, elle est juste quasiment inexistante. C'est-à-dire qu'elle est, elle est pas du tout cerveau gauche, donc elle est niée. Alors, pour moi, il y a beaucoup de collègues, de confrères qui intérieurement ont une vie très riche, mais par contre, elle n'est pas partagée, elle n'est pas dans le système, elle est de l'ordre de l'individuel. Le rapport au patient, il nécessite de s'interroger très profondément sur nos motivations initiales à faire médecine, parce qu'en fonction de nos traits de personnalité, qui sont des traits, on va dire, acquis du personnage, et nos traits intrinsèques, qui sont ce que l'on appelle l'unicité, nos vibrations personnelles, on n'aura pas du tout les mêmes attentes, dans le rapport au patient, le même relationnel, et in fine, qu'est-ce qu'on apporte au patient, quel type de relation on a avec lui, quelle vérité on lui apporte, à quel niveau on se situe dans notre relation thérapeutique. Et puis enfin le rapport au corps, qui revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est que il faut aussi s'interroger sur pourquoi on a choisi le corps en tant que matière comme sujet d'étude, et qu'est-ce qu'on peut voir pour lui de plus vaste pour l'avenir. Alors, la défiance des patients vis-à-vis de la médecine occidentale, pour moi, elle est liée à la négation de l'unicité des deux côtés. C'est-à-dire que le praticien aujourd'hui va, alors, sa décharge, parce que le système est ainsi fait, en utilisant des règles issues du cerveau gauche, des standardisations, des protocoles, il va offrir à un patient une réponse qui est liée à une cohorte de symptômes. Il va rentrer dans tel type de réponse à tel type de problème. Ce qui est possible, mais au service de quoi on met ça? Si c'est sortir le protocole en première ligne entre soi et le patient, on peut bien considérer que le patient il se sente extrêmement nié dans son identité personnelle, dans son unicité, dans ce qu'il est. On est tous des sujets uniques dans ce monde, et on attend de notre environnement, donc, et de nos soignants en particulier, de nous voir comme des sujets uniques. On entend quand même très souvent des gens dire « j'étais à l'hôpital, j'ai eu l'impression d'avoir été pris en charge comme un numéro ». Donc forcément, on ne peut pas s'attendre que les patients soient ravis de ce genre de prise en charge. Mais c'est lié aussi à la négation de l'unicité du soignant, puisque ce manque d'interrogation personnelle sur les raisons, les pourquoi, les conditionnements, la vision qu'on a des choses, fait qu'on rentre dans des grands standards qui parfois vont complètement à l'encontre de ce qu'on ressent intérieurement, de pouvoir apporter comme réponse individualisée à un patient, mais qui va à l'encontre de ces protocoles et qu'on ne s'autorise pas à donner. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir que beaucoup de relations, alors je ne fais pas une généralité, mais en tout cas j'ai observé souvent des relations soignant-soigné qui sont basées sur un mensonge mutuel. On va voir son médecin, mais on ne lui dit pas qu'à côté on a été voir un thérapeute pour aller faire une séance de magnétisme, etc. parce que le médecin n'est pas en mesure de l'entendre. Si on est déjà en train d'interagir avec le médecin sur une relation qui est fondée sur un mensonge, on ne peut pas forcément s'attendre d'un côté comme de l'autre à pouvoir arriver à un espace de vérité qui est ce que finalement le patient attend de son praticien. De la même façon, tout comme je connais des médecins qui vont soigner leurs enfants ou se soigner eux-mêmes avec des techniques alternatives, mais qui ne le diront jamais ni à leurs confrères ni à leurs patients.
La première étape, c'est bien sûr le travail sur soi, puisque dans les 5 champs que j'ai évoqués tout à l'heure, en fait, ils découlent tous de la première remise en question, d'accepter de se dire que tout découle de son propre rapport à soi-même, et donc d'accepter déjà d'aller se remettre en question, d'aller éclairer les systèmes relationnels qu'on a établis avec soi-même, avec son environnement, etc. Alors, dire que les médecins sont, les soignants au sens large, sont peu enclins au travail sur eux-mêmes, en fait, je dirais que c'est une projection globale qu'on fait sur le système de santé. En tant que système, c'est vrai. En tant qu'individu, moi j'ai rencontré beaucoup plus de médecins et de soignants, très ouverts, dès lors qu'on leur laisse l'espace pour l'être. Mais je dirais que la difficulté, elle est plus dans l'autorisation à la verbalisation. J'ai observé énormément de confrères avec lesquels j'ai eu des conversations extraordinaires en dehors de l'hôpital ou au moment de pause, mais qui jamais ne s'autoriseront à aller exprimer auprès du système des confrères ou des patients le fait qu'il y a en eux quelque chose qui les anime, qui va bien au-delà de ce que le protocole établi leur propose. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les protocoles scientifiquement établis. Je dis que les protocoles scientifiquement établis l'ont été par un cerveau gauche qui a pris toute la place et qu'on a, ce faisant, nié toute la partie de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, de l'intuition, de la créativité du cerveau droit. Le cerveau gauche est un excellent serviteur. En fait, tous ces protocoles, si on les utilise... Alors quand je dis protocole, j'entends les protocoles scientifiques de la médecine traditionnelle, mais en fait, je mets dans le même panier les protocoles des médecines alternatives. Ça reste des protocoles établis. La question est, est-ce que j'arrive à rencontrer réellement mon patient dans un espace de vérité, dans l'espace de la réponse qu'il me demande de trouver pour lui spécifiquement, et puis dans ce qui va m'être inspiré dans l'instant, et bien effectivement, peut-être que ce sera une des réponses qui rentre dans le cadre d'un protocole parfaitement établi par la médecine traditionnelle ou par une médecine alternative, et ce sera la réponse parfaite. Mais il faut d'abord comprendre que le patient vient chercher sa réponse parfaite. D'ailleurs, le mot patient est intéressant parce que... Pourquoi on dit patient, la patience, c'est évidemment pas pour les salles d'attente. Moi, j'essaye toujours de me dire qu'en fait, le patient, il est patient parce qu'en fait, il attend sa réponse. Tout comme on dit que dans ce monde, une question vient toujours avec sa solution, même si on ne la voit pas. Le patient, il vient avec son problème médical et il vient aussi avec la réponse qui va avec. Sauf que lui, il n'est pas forcément en mesure de l'apercevoir. Et il attend de quoi? De son soignant, de son médecin. Il attend que son médecin soit en mesure d'avoir suffisamment de vérité, de rencontre avec lui pour aller trouver cette réponse qu'il a amenée. Et finalement, le mot patient, ils sont très patients parce qu'en fait, ils attendent qu'on aille les rencontrer dans cet espace-là, dans l'espace de leur propre réponse. Et après, c'est merveilleux si tous les protocoles établis, scientifiques, tout ce que la science moderne a pu éprouver, soit mis au service de cette réponse et de cette relation d'élévation mutuelle avec le patient. Alors, j'ai donné déjà un élément de réponse clair, c'est une question de mise au service. C'est-à-dire déjà arrêter de penser en ou. En fait, on s'imagine que dès lors qu'on abandonne l'idée qu'il faut rester, qu'il faut interposer entre le patient et soi des protocoles et qu'on va lâcher de la rationalité du cerveau gauche, on va forcément se retrouver dans l'alternative qui serait quelque chose de complètement nébuleux, flottant, hors des clous.
voire complètement ésotérique. En fait, pas du tout. On est toujours dans une pensée inclusive, c'est une pensée de et. Enfin, ce que j'appelle la médecine évolutionnaire, c'est cette médecine qui est capable de faire la synthèse du et. C'est et j'utilise mon cerveau gauche, mais et j'utilise mon cerveau droit dans l'espace de la rencontre, et ensuite je mets au service tout ce que j'ai appris, mes années d'études, tout ce que j'ai pu aller expérimenter aussi en tant que patient, tout ce que j'ai pu aller expérimenter en tant que explorateur de la vie, tout ce que la science a pu établir pour moi, tout ça je le rentre dans mes outils et je les mets au profit de la réponse et de ce que mon patient attend de moi. Alors, la médecine intégrative, c'est un terme en fait qui est apparu depuis quelques années et qui est déjà une très très belle avancée. C'est l'idée de ne plus penser en opposition entre la médecine traditionnelle et les médecines alternatives. Déjà, on a franchi un cap puisque pendant très longtemps, les deux espaces se sont toisés mutuellement. Donc là, il y a un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans le cadre d'intégrer, c'est-à-dire j'accepte d'utiliser les outils de l'un et les outils de l'autre. Je trouve ça vraiment très bien. Simplement, j'utilise pas le même terme, j'utilise le terme évolutionnaire parce que pour moi, intégratif, c'est l'utilisation d'outils. Je vois le patient et j'utilise des outils, je vais piocher des outils différents. Mais je ne m'inclus pas dans ce qui est là. Pour moi, la médecine évolutionnaire, c'est comment moi j'évolue en tant que soignant, comment moi j'évolue en tant qu'individu pour que mon patient puisse évoluer avec moi et donc qu'on aille chercher ces solutions ensemble. Donc la médecine évolutionnaire, pour moi, elle passe plus par un état d'être global que par l'utilisation des outils, c'est pour ça que je n'utilise pas trop le terme d'intégratif. Oui, bien sûr que tout ça c'est au profit du patient, mais quitte à réenfoncer encore la chose, je trouve très important de comprendre que le haut profit du patient, il arrive après. Alors évidemment, in fine, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas égoïste de dire d'abord je passe par un travail sur moi et que ce travail sera au profit du patient, plutôt que l'inverse, parce que ce qui arrive quand même très très souvent, dès qu'on commence à appréhender le corps différemment, partir un peu dans les énergies subtiles, regarder ce que les thérapies alternatives, l'Orient nous propose comme l'Ayurveda, etc., il y a un espèce de ressort intérieur immédiat qui ressort, qui est « Ah, je vais inventer une nouvelle technique médicale, on copyright une méthode thérapeutique, on a des méthodes thérapeutiques qui éclosent de partout », mais c'est toujours, effectivement, c'est au profit du patient. Mais en fait, on est reparti dans l'illusion que le patient est une petite chose à sauver et qu'on n'est pas dans quelque chose de relationnel. Le patient, il est à élever et tout comme lui, il vous élève. Alors, je leur propose un écrin de partage de manière à aller faire cette équilibration cerveau droit, cerveau gauche sur les différents pans des 5 zones relationnelles dont on a parlé tout à l'heure. Donc avec l'éclairage des conditionnements, des croyances qui sont spécifiquement liées à la pratique médicale, parce que il y a des puissants égrégores auxquels on est confronté en tant que soignant. Et puis, surtout, ce que je propose, c'est l'accès à ces espaces de réponse en soi, cet espace d'accès au patient pour aller chercher la réponse individualisée du patient qui passe par
le respect de l'unicité du soignant et l'unicité du patient. Mais la plupart des soignants ont une réticence à s'ouvrir à ces espaces-là dans leur milieu professionnel, parce qu'ils ont l'impression que s'ils lâchent leur protocole, ils vont être démunis face aux patients. Donc on a besoin d'espaces d'expérimentation entre nous pour aller chercher ces réponses, ouvrir ces canaux. Donc ce que j'appelle l'intellection, c'est l'intellect au service de l'intuition, l'intellect au service de l'inspiration, c'est-à-dire qu'on utilise pleinement le cerveau gauche, mais on le met au service de ce cerveau droit qui va aller chercher la bonne réponse. Donc je guide les soignants à ouvrir ce canal à l'intérieur d'eux-mêmes qui permet d'aller de passer un cap dans la réponse aux patients, mais on l'expérimente voilà, dans un cocon au départ avant de pouvoir repartir dans le monde, dans son monde professionnel et l'utiliser au service de soi et des autres. Et puis ça passe donc du coup aussi par l'éclairage de ce qu'on appelle le contrat d'élévation mutuelle soignant-soigné. Et puis tout ça dans le cadre des valeurs qui sont celles de What We Are, donc le respect de l'unicité, la prise de responsabilité en soi, sur ce qu'on crée à l'extérieur de soi, donc en fait sur tout ce système médical, il va falloir que tout commence par une évolution intérieure, l'authenticité et l'inspiration. On échange aussi beaucoup sur ce rapport au corps et qu'est-ce que la matière organique en tant que sujet d'observation jusqu'à aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce que nous, en tant que soignants, on peut espérer de plus beau, en tout cas qu'est-ce qu'on peut projeter de plus lumineux, de plus beau, de plus aimant dans ce corps et dans ces espaces qui demandent à grandir pour le profit de toute l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus conforme à l'intelligence universelle qui anime ces matières corporelles et ces cellules. Je vois que les graines sont en train de germer. J'aimerais que le monde médical rejoigne l'évolution générale de la vision qu'on observe partout. C'est-à-dire que je trouve très étonnant qu'on puisse faire des années d'études médicales comme je l'ai faites sans jamais entendre le mot physique quantique. Quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, j'avais l'impression que tout le monde savait ce qu'était la physique quantique, sauf moi. Que tout le monde avait entendu parler de la matrice universelle et du pouvoir de la pensée sur la matière, finalement, sauf moi. Je me dis, mais comment est-ce possible que j'ai passé tant d'années dans ce qui prétend, on va dire, accompagner le corps humain sans être informé, au courant de tout ce que tout ça offre. Et donc, je suis persuadée que là, il y a une révolution qui est en train de s'opérer, d'une équilibration entre le cerveau droit et le cerveau gauche, qui passe aussi dans ce monde par l'équilibration yin-yang, l'équilibration féminin-masculin, l'équilibration dans plein de systèmes où les choses se régulent après des décennies de rationalité froide et qui amènent aujourd'hui à un autre niveau de compréhension. Je nourris l'espoir de rencontrer des confrères qui ont envie, comme moi, d'accompagner cette transition des soignants pour les patients et aussi cette transition corporelle que je suis intimement persuadée on va observer de manière de plus en plus large dans les années qui viennent. Alors, j'en suis persuadée pour une grande partie d'entre eux. Comme pour tous, certains resteront arc-boutés sur l'envie d'être soignés avec des protocoles établis et reproductibles. Et il y aura toujours des médecins pour répondre à cela. On attire à soi les patients qui correspondent à la réponse qu'on a à leur offrir et eux viennent nous demander de leur offrir
la réponse qui leur correspond. Donc, bien entendu, si une partie des soignants se sent appelés à réaliser cette évolution intérieure, c'est bien parce qu'il y a une bonne partie des patients qui se sent de son côté appelés à réaliser cette évolution intérieure et à aussi de la prise de responsabilité mutuelle dans la relation thérapeutique.